Bonjour à tous, bienvenue. À mesure que les législatives approchent, les questions abondent et les réponses sont avec des acteurs ou des groupes d'acteurs. Aujourd'hui, nous avons invité un des responsables de l'Union sociale libérale, USL, Geraldo Gomez. Il est le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques. Avec lui, nous allons parler encore une fois des prochaines législatives, de l'organisation de l'opposition et bien d'autres questions. Bonjour, bienvenue Geraldo Gomez. Bonjour Vigile Avancé. Les aléas de la route auront eu raison de vous. C'est des choses qui arrivent, on sait. Les auditeurs nous en excuseront certainement. Oui, je voudrais présenter toutes mes excuses aux auditeurs. Vous avez parlé d'aléas de la route, effectivement. J'ai pas pu vite rallier le studio, mais par la grâce de Dieu, je suis là, je présente toutes mes excuses et nous allons essayer de dire et de répondre à vos questions dans le temps qui nous reste pour que les auditeurs soient satisfaits. Nous y allons tout de suite. Dites-nous, l'USL a-t-elle déjà fait les formalités de mise en conformité comme annoncé? Oui, dès après notre congrès du 15 décembre, le début de la semaine qui a suivi a connu le dépôt de notre dossier de mise en conformité. Donc tous les dossiers ont été déposés. Nous avons bien un numéro de dépôt au ministère de l'Intérieur sur les nouveaux dossiers que nous avons confiés au ministère de l'Intérieur après la réception de notre récépissé. Donc pour l'instant, c'est le ministère de l'Intérieur qui joue sa partition. Pas une grande partition. Pas encore un retour à votre niveau, je vais demander. Non, il n'y a pas d'autre retour formel dans l'expectative tout de suite. Dans le cas d'un parti existant comme le nôtre, ayant son récépissé, devant juste se conformer à la nouvelle loi, c'était à nous de faire le travail nécessaire pour nous assurer que tout ce qui est demandé dans la nouvelle charte, nous y avons souscrit. Et ça a été fait. La seule grande différence dans la nouvelle charte, pour ce qui nous concerne, c'est les nouveaux membres fondateurs que la charte a demandé. Ces nouveaux membres fondateurs qui sont désormais de 15 par commune, cela a été fait, c'est la grande différence dans les dossiers que nous avons déposés. Sinon, rien n'a changé au niveau de l'USL, nous n'avons pas changé de test, nous n'avons pas changé de bureau ni d'organe. Donc tout ce qui a permis au ministère de l'Intérieur de nous donner notre récépissé très récemment, rien n'a bougé, il n'y a que les membres fondateurs que nous avons confiés. Oui, mais les 15 fois 77 communes, ce n'est pas une messe à faire. Il va falloir vérifier tout ça et peut-être vous faire observer un retour. Absolument, ça c'est du ressort de l'administration comme vous le demandiez. Chacun des membres fondateurs doit produire 4 pièces administratives, donc il faut que toutes ces pièces-là soient vérifiées et leur conformité, et l'administration est là pour éventuellement nous dire s'il y avait une erreur ou une incohérence sur une des pièces, elle nous demandera juste de changer, ce sera changé et on continue. La vie du parti continue en tout cas. Géraldo Gomez, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand on parle donc de mise en conformité des partis, et notamment des partis de l'opposition, on pense tout de suite à la possibilité ou à l'impossibilité, oui, l'impossibilité de la liste unique. Vous en êtes où aujourd'hui? Non, il y aura une liste unique de l'opposition. Je me souviens, c'était en votre compagnie, à la suite d'une question que vous m'avez posée au mois de septembre 2016, qu'on annonçait ici que l'opposition aura, au grand maximum, un bloc, mais dans l'éventualité des choses, on pouvait en envisager 2. C'était en septembre 2018. C'était en septembre 2018. Septembre dernier. 16 septembre, si ma mémoire est bonne. Donc nous sommes toujours dans cette logique-là et nous travaillons vraiment à avoir la liste unique. La charte que vous faites, que vous rappelez à l'appui de cette question, laissait penser qu'il fallait créer un nouveau parti pour que tout le monde se retrouve dans le parti pour pouvoir parler de liste unique. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, la charte non plus n'a pas changé. Et nous n'avons pas changé de stratégie non plus. Ce qui nous permet de répondre aux attentes de la charte tout en restant dans la logique politique qui est la nôtre. Quand nous avons étudié la situation, quand nous avons regardé ce qui était attendu, écouté ce qui était attendu du côté des populations, c'est-à-dire l'union de l'opposition, nous avons envisagé, c'est vrai, un moment, la création d'un nouveau parti. Pour que toute l'opposition se retrouve, chacun délaissant ses attributs, pour que tout le monde puisse se retrouver sous un nouvel attribut et puisse présenter cela aux populations. Mais techniquement, on s'est aperçu que ce n'était plus possible, vu le peu de temps dont on disposait pour être à jour, pour être dans les temps et affronter les prochaines échéances électorales.
il n'était plus possible de créer ce parti-là parce que, on a rappelé l'administration tout à l'heure, la loi permet à l'administration de disposer de 2 mois pour étudier toute création de nouveaux partis, toute nouvelle création. 2 mois à partir du délai dont on disposait, puisque le récépissé pour les uns et les autres était arrivé avec la date du scrutin, avec la date de convocation du corps électoral, de dépôt des listes, du scrutin, ainsi de suite, cela enjambait la date de dépôt des listes de candidats. Alors si un parti doit être validé après le dépôt des listes de candidats, sous quel nom dépose-t-on cette liste-là? Nourdine Sakasalé avait évoqué la possibilité que des députés puissent être élus et éventuellement invalidés parce que leur parti n'aurait pas été validé. Ça, c'était des hypothèses pratiques, techniques, mais on ne peut pas partir avec autant d'incertitudes, vu ce que vivent les populations, vu ce que nos populations attendent. S'il y avait une autre possibilité pour atteindre les mêmes objectifs, avec plus d'aisance et plus d'unité, c'était celle-là qu'il fallait envisager et c'est ce que nous avons adopté comme stratégie. La mise en conformité des partis politiques. La mise en conformité des partis politiques, mais un accord pour que tous les partis d'opposition se retrouvent sur une même liste. Et c'est ce que nous avons fait le 15 décembre dernier au congrès de mise en conformité du parti USL. L'essentiel des partis de l'opposition se retrouve désormais sur la liste USL pour aller aux élections législatives avec la liste USL. Oui, mais est-ce que l'équation est entièrement résolue, Geraldo Gomez, lorsqu'on sait que l'article 15 de la même charte interdit qu'on appartienne à 2 partis à la fois? Oui, on ne peut pas appartenir à 2 partis en même temps. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Nous n'avons pas de nouveaux adhérents. Le code électoral permet qu'on puisse aller en tant que candidat sur une liste pourvu qu'on ne soit pas sur 2 listes à la fois. Oui, mais la liste, c'est en même temps entendu la liste du parti, c'est le parti. Il faut adhérer aux idéaux du parti, mais on n'est pas membre d'un parti politique. La charte est claire sur ce point. C'est pour votre interprétation. Ce n'est pas une interprétation, c'est écrit noir sur blanc. Un parti politique peut porter les candidatures de citoyens qui ne sont pas membres de son parti. Ça, c'est permis, c'est écrit noir sur blanc. Mais ça, c'est votre interprétation. Non, je dis, cet élément du code dont je parle ne souffre même pas d'interprétation. C'est un élément du code. C'est un élément du code. C'est un élément du code. Absolument. Oui, mais donc on peut être à la fois membre d'un parti politique, membre du bureau même du parti politique, et être candidat sur une autre liste. Oui, si le parti politique dont on est membre du bureau ne présente pas du tout de liste, ne compétit pas, il n'y a aucun problème. Est-ce que ce n'est pas déjà la signification de l'appartenance à 2 partis? Non, puisqu'il n'adhère pas au parti pour qui porte sa candidature cette fois-ci. Il reste membre de son parti politique et il liste parce que son parti ne présente pas de liste à cette candidature. Est-ce que, ce faisant, l'opposition ne tombe pas elle-même dans un piège? Non, aucun piège. En réalité, c'était les pièges il y avait tellement de pièges dans cette charte et dans ce code qu'on pense que tout le monde devait faire comme ceux qui ont proposé ces chartes et codes devaient le faire. Mais il y a 1000 possibilités de respecter la même loi, les mêmes mauvaises lois qui ont été proposées, les respecter et mais les utiliser pour battre ceux qui ont pensé poser des pièges sur le chemin de l'opposition. Mais malheureusement, ce n'est pas l'opposition qui interprète les lois. Ce n'est pas l'opposition qui interprète les lois, mais c'est l'opposition a au sein d'elle des citoyens. Mais quand va vous l'opposer, qu'est-ce que vous ferez? Des juristes qui connaissent la loi, ceux qui sont dans les institutions et qui sont chargés d'interpréter les lois. S'ils doivent interpréter les lois au moment opportun, ils interpréteront les lois à ce moment-là. Mais quand je vous dis, ce n'est même pas il n'y a même pas de confusion sur ce que je suis en train de dire au niveau du code. Je ne l'ai pas en tête, sinon je vous le citerai. Il n'y a même pas de confusion possible. C'est écrit noir sur blanc que c'est possible. Donc, il faut avancer. Oui, mais qu'est-ce que vous feriez quand le mois venu, on vous bloquerait à ce niveau-là, à ce stade? On ne peut même pas partir sur le principe de se dire que ceux qui sont chargés d'interpréter éventuellement la loi vont, a priori, décider de mal faire et de s'asseoir sur les tests que leurs propres amis ont votés. On ne fait que respecter. Nous avons toujours dit que et la charte et le code électoral sont de mauvaises lois et qu'il fallait penser à autre chose. On nous a dit, ok,
Mais là où c'est assez transparent, même dans le caractère mauvais de ces tests qui ont été votés, on dit on avance de cette façon. Oui, la mauvaise foi peut continuer, mais ce sera de la mauvaise foi. Mais les populations sont là aussi. Et nous sommes aussi dans ce combat politique. Nous n'enfreignons aucune loi. La loi, elle est là, même mauvaise, elle est là. Elle s'impose à tout le monde, y compris à ceux qui doivent interpréter cette loi. Donc, aujourd'hui, la situation qui est devant nous est qu'il n'était plus techniquement possible, vu les délais, de créer un nouveau parti. Il n'est pas interdit pour un parti existant de se conformer et d'aller aux élections. Et il n'est pas interdit pour un citoyen dont le parti politique ne présente aucune liste aux législatives d'être porté par une autre liste. Oui, mais quand vous le dites ainsi, vous n'avez pas encore étayé malheureusement cela d'un article ou d'une disposition de la charte? Oui, vous m'excuserez, vous avez raison d'appeler l'article, mais je n'ai pas le texte sous les yeux, je ne vais pas me hasarder à donner un numéro d'article, ainsi de suite, mais je vous le confirme. Dans le code électoral, les 3 points que je viens de citer, rien n'empêche un parti politique de procéder ainsi. Alors, quand vous parlez de liste unique, alors que dans le même temps, tout au moins, eh bien, la FCBE fait la même démarche exactement comme vous, comme l'USL accueille aussi d'autres partis. Comment la liste unique est possible? Retenez simplement que l'opposition va aux élections avec une liste unique. La FCBE n'est pas l'opposition. Aujourd'hui, nous connaissons 2, 3, 4, 5 blocs, c'est selon ce qu'on veut au niveau de la mouvance, mais personne ne parle encore avec certitude de ce qu'il y aura 5 listes. Donc nous avons ceux qui sont au pouvoir et qui avancent. Nous sommes dans l'opposition avec très très peu de moyens, si ce n'est les temps que vous nous offrez ici pour parler de l'opposition. Donc souffrez que nous ne puissions pas tout dire en même temps, mais il y a une certitude, c'est que nous allons pouvoir présenter conformément aux demandes des populations une opposition unie pour affronter cette échéance électorale. Nous ne pouvons pas tout dire ici, mais la certitude que nous souhaitons confirmer au niveau des populations, c'est que nous travaillons et que nous allons réussir à faire cela. Aujourd'hui, au maximum, même si je prends l'hypothèse que vous évoquez, ça ne fera que 2 blocs éventuellement. Nous sommes toujours... Ça ne fait pas la liste unique nous sommes... de l'opposition. C'est pour cela que je dis, retenons simplement le principe de la liste unique demandée par les populations et que nous allons lui offrir. Comment? Nous y reviendrons. Pas aujourd'hui, permettez bien. C'est vrai que vous êtes chargé des questions stratégiques. Une stratégie, ça ne se dévoile pas. Mais il y a un minimum quand même pour que les auditeurs, même vos militants, puissent vous suivre. On sait qu'à votre niveau, vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'ARB, du MADEP, du PSD et d'autres partis politiques. Du PCB, voilà, MECA, UDD, qui sont ainsi de suite. avec l'USL aujourd'hui. Oui. Mais ce ne sont pas des partis qui se sont conformés à la nouvelle charte. Ils n'ont pas fait la démarche de la mise en conformité. Mais la FCBE, c'est différent, puisque elle a fait la même démarche, c'est mise en conformité, d'autres partis ont adhéré. C'est-à-dire la FCBE s'est exactement comportée comme l'USL. Oui, la FCBE a fait... Puisque vous parlez tantôt, n'est-ce pas, d'adhérer à votre parti, par exemple, ou de partir tout au moins sur votre liste pour aller aux élections. C'est la deuxième formule qui est exacte. Voilà, mais dans ce cas, ça ne serait pas, ça marcherait pas. Vous avez raison. Ça marcherait pas avec la FCBE. Les populations, nos militants ont besoin d'un minimum pour pouvoir savoir ce que nous souhaitons faire. Le minimum, c'est que nous avons compris ce qu'elles attendent, ces populations, une liste unique, et que nous allons nous y conformer. Comment? Vous avez compris, on ne peut pas tout dire d'une seule fois. Je me souviens à un passage récent ici, un des auditeurs me conseillait même de ne pas trop en dire pour que l'adversaire ne nous déstabilise pas. Donc nous tenons compte de tous ces éléments. Mais comment est-ce que, après avoir fait un congrès de mise en conformité avec l'USL et certains partis, puis les FCBE ont fait un conseil national et un congrès de mise en conformité aussi, le 29 décembre dernier, je pense, avec d'autres partis politiques, mais vous allez remarquer que au moment de ces mises en conformité, nous étions toujours ensemble. Les FCBE, bien avant nous, avant que l'USL ne soit créé, étaient au sein du FSP. Avec eux, nous avons créé la CDD. Nous avons fait plusieurs sorties ensemble. Nous avons fait notre mise en conformité. Ils étaient là.
avec tous les partis dont on est en train de parler. Ils ont fait leur mise en conformité. Nous étions là avec tous les partis que nous sommes en train de viser. Voilà l'opposition qui n'a pas été à la place de toutes ces rencontres, qui n'a pas été présent lors de toutes ces demandes des populations de voir l'opposition unie, ne constitue pas ce dont nous sommes en train de parler. Tous ceux qui sont là réussiront à présenter aux populations une liste unique. C'est ça l'opposition au Bénin aujourd'hui. Ceux qui ont accepté, ceux qui ont mis leurs pieds présents dans cette demande des populations pour répondre, pour parler de l'actualité, donner leur position clairement sur l'actualité, c'est cela l'opposition au Bénin aujourd'hui. Et cette opposition a toujours fait ses sorties ensemble, manifester sa présence et donner une même lecture de l'actualité politique. On y arrivera aussi au niveau de la liste pour pouvoir gagner ces élections. Est-ce qu'on peut dire, vous dites bien que l'opposition a tout fait ensemble juste là, est-ce qu'on peut dire la même chose de restaurer l'espoir, par exemple, lorsque on sait que il y a quelques heures encore sur les réseaux sociaux, c'était cette annonce, cet appel à candidature lancé à travers tout le pays, à tous les Béninois désireux de partir. Bon, écoutez, ça veut dire que vous pensez que restaurer l'espoir fait partie de l'opposition et qu'on ne l'a pas vu présent avec tous les autres partis de l'opposition lors des différentes manifestations que je viens d'évoquer. C'est un constat. Je fais le même constat aussi que vous. Et à partir de ces constats qui sont vrais, puisque vous l'avez fait aussi, vous les avez fait ces constats aussi, à partir de ces constats, il faut se poser des questions. Moi, je comprends très difficilement, tout le combat qu'un jeune député, par exemple, Guy Mitokwe, a pu mener, qui a offert sa poitrine depuis plus de 2 ans, dans tous les combats avec la minorité parlementaire, aux côtés de ses collègues députés, de l'opposition, de ces partis dont on vient de parler, et qui a été constant sur toute la démarche de la minorité parlementaire. Mais aujourd'hui, il se trouve contraint de tourner dos à tous ces autres collègues députés de la minorité parlementaire qui se retrouvent dans l'ensemble dont nous sommes en train de parler. Il se trouve contraint, il a un élément extérieur qui le contraint? Enfin, je trouve qu'ils se trouvent contraints par la décision de leur conseil exécutif national, je pense, puisque sur sa page Facebook que je lisais, c'est bien une décision du conseil exécutif national qui a donné cette orientation. Mais je ne peux pas comprendre... Cette orientation est en rupture avec l'opposition, non? C'est en rupture, ça veut dire qu'il se trouvait dans l'opposition. Aujourd'hui, moi, je me pose de sérieuses questions. Et je pense qu'il y a beaucoup au sein de l'opposition qui se disaient peut-être que restaurer l'espoir n'était pas réellement dans l'opposition. Mais moi, je mets cet élément-là au niveau du député Guy Mitokwe lui-même pour dire tous les combats qu'il a pu mener en compagnie des députés de la minorité parlementaire, que c'est incompréhensible que ce jeune député qui représentait jusque-là, qui représente toujours pour moi la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale, il ne peut pas de lui-même décider de tourner dos à ses collègues avec qui il a mené tous ces combats. Et dans le même appel qui a été lancé, on fait appel à tous les jeunes et à toutes les femmes qui veulent prendre les responsabilités. Si celui qui incarne, celui qui est l'icône de la jeunesse sous la 7e législature est aussi vite contraint, je ne sais pas ce qu'on va faire des autres jeunes à qui on fait appel. Non, il faut que les populations souffrent suffisamment pour qu'on se paye de petits éléments de langage, d'éléments de communication pour pouvoir sortir d'une situation. L'opposition est clairement identifiée aujourd'hui. Et Guy Mitokwe a participé à tous les combats aux côtés de cette opposition. Est-ce que c'est candidat Zanaï qui est si difficile à négocier? Moi, je fais juste des constats, je me pose des questions. Je vois la cohérence des combats menés par Guy Mitokwe avec les députés de la minorité, et je vois la décision du Conseil qui est tombée comme une décision coup-près et qui tourne dos à tout ce qui a été fait. Qui tourne dos à tout ce qui a été fait. Tous les éléments, toutes les étapes que je vous ai énoncées tout à l'heure, du FSP jusqu'au congrès des FCBE le 29 décembre dernier, on n'a pas vu restaurer l'espoir en tant qu'institution, en tant que parti politique. Mais on sait qu'on discute avec les députés de la minorité parlementaire et que Guy Mitokwe a toujours joué sa partition. Donc c'est là où se pose la vraie question.
Mais est-ce que Restaurer l'Espoir a toujours négocié aux côtés donc, de reste de l'opposition, on va dire? Au sein des députés, avec les députés de la minorité parlementaire, avec l'honorable Guy Mitokwe, qui a toujours joué sa partition, qui a toujours, non, il n'a pas parlé en son nom, il parlait au nom de Restaurer l'Espoir, dans ce cadre-là aussi. Mais quand on voit le déroulé et qu'on voit la décision qui vient au bout, on se dit, ben, écoutez, c'était quoi depuis en réalité? C'était quoi? Et moi, personnellement, je voudrais juste, c'est juste des interrogations, je n'ai pas d'éléments accusatoires, je ne me permettrais même pas si j'avais plus d'éléments. C'est-à-dire, le jour même où les FCBE faisaient leur congrès, alors que pour le congrès de l'USL, par exemple, j'ai été chargé de porter l'invitation à Restaurer l'Espoir. L'invitation n'a pas été reçue. Donc, Restaurer l'Espoir a régulièrement eu l'invitation de l'USL. Pour l'USL, oui. Pour le congrès de... C'est moi qui étais chargé. Arrivé au niveau du siège de Restaurer l'Espoir, il n'y avait aucun responsable politique. Les administratifs qu'on a vus là nous ont dit que c'est une consigne. Quand il n'y a pas de responsable politique, il ne faut pas récupérer d'invitation. J'ai eu personnellement l'honorable Guy Mitokwe qui a dit qu'il était en route pour Porto-Novo et qu'au retour, il ferait signe. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de le faire, mais je peux vous confirmer cela. Mais pire, j'allais dire, le jour du congrès des FCBE, le 29, le samedi 29, on n'a pas vu Restaurer l'Espoir non plus. Par contre, on a vu le président candidat Zenaï Awida avec le ministre Adjovi Sévérin. Donc ça, ce n'était pas bien apprécié. Ce n'est pas que ce n'était pas bien apprécié, c'est qu'il y a un choix. On choisit. Le ministre Azanaï n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il sait quels sont les actes qu'il pose. Et il les assume. Être singulier, ce n'est pas une vocation par nature. Dites-nous, Gérardo Gomez, que vous reproche le candidat Azanaï? Je ne saurais le dire. Je ne sais pas si à un niveau supérieur, puisque je ne suis pas au niveau de tout ce qu'il y a comme instance de discussion. Vous n'avez rien entendu ni du côté des FCBE, ni du côté de l'USL. Le seul élément qui reproche au reste de l'opposition. Ce n'est peut-être pas que lui, mais le seul élément que je peux évoquer ici, c'est qu'il paraît qu'il aurait bien souhaité que ce soit un parti unifié qui soit créé. Un tout nouveau parti. Un tout nouveau, mais je viens de vous démontrer techniquement ce qui n'était pas faisable. Mais donc ça se discute aussi. Ça se discute, mais malheureusement, le calendrier ne se discute pas. Il y a toujours 31 jours dans le mois de janvier. Nous, on ne va pas pouvoir changer cela. Il y en aura 28 ou 29, je ne sais pas, cette année, pour le mois de février, ainsi de suite. Ça ne dépend pas de nous. Ce sont des contingences qui s'imposent à tout le monde. L'Assemblée qui est là, qui termine son mandat, a été élue à une date précise. On ne peut plus la changer pour connaître quelle est la date des nouvelles élections. Donc, il y a toutes ces contingences dont il faut tenir compte. Quand on sait qu'il y a des contingences, je me rappelle l'honorable Dassondo qui nous rappelait un peu un petit épisode au niveau de l'Union africaine où tout le monde était d'accord pour créer les États-Unis d'Afrique et que le président Bongo, père à son âme, se levait pour dire qu'il est absolument d'accord pour tout ce qui a été décidé, mais qu'il y a une seule chose à laquelle il tient, c'est ne pas renoncer à sa constitution du Gabon. Donc il y a des moyens de dire oui, on veut aller quelque part, mais on garde quelque chose qui est l'essentiel, qui ne permet justement pas d'aller là où on veut aller. Donc il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions et savoir quand l'opposition se réunit, toute l'opposition béninoise se réunit pour agir et qu'on n'est pas présent. Quand l'opposition fait sa mise en conformité, qu'on n'est pas présent et qu'on choisit d'être présent à une autre manifestation publique, c'est un choix. On ne peut pas le condamner, personne ne reproche cela, mais c'est un choix. Il faut faire la lecture politique de ce choix-là et savoir où on va. Comment ça peut se faire? On est de quelle opposition? Et c'est là où moi je mets cela en balance avec les vrais combats que l'honorable Guy Mitokwe, personne a pu mener jusque-là. On se pose de très grandes questions. Est-ce ainsi qu'on traite la jeunesse à laquelle on fait appel? Parce que nous reconnaissons encore à travers les combats de Guy Mitokwe.
est-ce que ce n'est pas une grosse souffrance que vous insufflez donc aux électeurs, à vos militants, aux militants de l'opposition ainsi à travers cette division? Pas aux militants de l'opposition. Les militants de l'opposition ont vu l'opposition. Vous niez que restaurer les soit de l'opposition? Je fais un constat, je ne nie rien. Chacun choisit son appartenance. Personne ne nous a affiché, ne nous a donné une étiquette. Vous êtes de l'opposition. Nous avons analysé la vie politique et nous avons dit nous ne sommes pas d'accord pour la gouvernance du pays. C'est cela qui fait de nous. Restaurer les soit l'a dit aussi. C'est ce qui fait de nous des opposants. Et quand d'autres ont fait cette même analyse, nous nous sommes retrouvés pour faire des luttes communes. Donc il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations. Il s'agit de poser des actes. Il s'agit de se retrouver dans de grands ensembles. Il s'agit de renoncer, d'accepter, de renoncer à soi-même sur un certain nombre de choses pour pouvoir retrouver les autres et faire ce combat-là ensemble. Cela ne s'arrête pas aux déclarations. Oui, mais au maître alors cette fois de constituer avec tous les sacrifices possibles une liste unique qu'on a entendu de plusieurs acteurs de l'opposition. Oui, vous y revenez, mais on ne va pas tout dire. L'opposition, les populations de l'opposition, les militants qui soutiennent les partis de l'opposition auront gain de cause sur nous parce que nous ne pouvons pas ne pas entendre cet appel et nous sommes déjà très loin dans la réponse à apporter aux populations sur la liste unique. Est-ce que cette division ne va pas être préjudiciable, encore une fois, à cette opposition? Division de quelle opposition? Division de quelle opposition? Je suis très proche de quelqu'un qui avait de très très grands doutes sur la composition de l'opposition que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez que je me prononce. Pour moi, l'opposition, c'est trois choses. Ne pas être d'accord avec la gouvernance du pays, se mettre ensemble avec toutes les formations politiques qui font la même analyse et poser des actes avec ces formations-là. S'il n'y a pas ces trois critères, il faut tirer soi-même les conclusions. Parmi les choses qui divisaient les acteurs de l'opposition, c'était aussi simple que ça, la dénomination de la liste. FCBE, c'était ce qui était imposé ou exigé par les acteurs de la FCBE. C'est vrai, dimanche passé, à cette même place, le député porte-parole du parti nous disait que ça avait évolué. Évoluer, est-ce que ça veut dire que le parti ou la liste va s'appeler USL? Non, on ne va pas dire ici la liste va s'appeler USL, la liste va s'appeler FCBE, il y aura une liste unique. Ce qui était le plus difficile, c'est nous conformer à une loi en laquelle on ne croyait pas. C'est nous conformer à une loi qui est mauvaise. C'est nous conformer à une loi qui veut embrigader la compétition. C'était ça qui est le plus difficile. Et c'est ce à quoi pensaient ceux qui ont voté cette loi. C'est créer le plus de problèmes pour que la compétition soit la plus saine possible. Mais nous avons trouvé la formule qu'il faut pour offrir à nos populations ce qui est attendu. C'est ça qui a été le plus difficile. Il fallait regarder la charte et il fallait regarder le code électoral en même temps. Deux lois qui sont mauvaises intrinsèquement, mais auxquelles il fallait se soumettre, s'adapter pour aller dans ce combat-là. Il y avait le combat de faire en sorte que cette loi soit retirée éventuellement, mais si elle n'était pas retirée, comment on s'y adapte? Ouais, ce combat, vous l'avez très peu mené. Ah non, toutes les sorties dont je parle, depuis Jeffa jusqu'à ce jour, on n'a pas arrêté de parler de ces éléments. On n'a pas arrêté d'en parler. À chaque fois, sans même faire des sorties médiatiques, il y a des communiqués, que ce soit d'un des partis ou de l'ensemble de la CDD, qui est sur les plateaux où on passait pour opiner, pour dire ce que nous pensions de ces deux lois-là. On n'a pas arrêté. Alors, Gerardo Gomez, l'opposition annonce la bonne nouvelle aux populations, aux Béninois. La bonne nouvelle, c'est déjà annoncé. On aura cette liste unique. Nous allons faire le combat ensemble. Mais vous aurez la liste unique, il reste quand même beaucoup de questions non résolues. En face, on connaît la liste. On ne connaît aucune liste en face. On connaît la liste. On ne connaît aucune. On connaît quand même qui est sur la liste progressiste. Les Républicains. On connaît tout au moins les dominations. On connaît, disons, en filigrane ce que heureusement que ce soit les progressistes, le Bloc républicain, le PRD et d'autres, ce sont des Béninois qu'on connaît, qu'on croise, avec qui on discute sur des plateaux ou ailleurs. Personne parmi eux ne sait qui sera sur une liste. Oui, mais ça, c'est une autre étape, peut-être la dernière. Personne ne sait. Aujourd'hui, personne ne sait parmi eux si l'Union progressiste
aura réellement une liste Union progressiste, si le bloc républicain aura une liste bloc républicain. Vous pensez qu'ils en soient encore à ce niveau-là? Certains même expriment la possibilité pour leur chef. On parlait tout à l'heure de ce que une seule personne ne peut pas être sur deux partis. Désormais, avec la nouvelle charte, un président de la République peut faire créer lui-même 2 partis politiques. Mais personne parmi eux et vous dira que ce n'est pas lui qui a créé. Oui, il dira, oui. Vous avez bien précisé, il dira. Mais vous êtes là comme observateur, en tant qu'observateur journaliste, et moi en tant qu'acteur politique, on peut lire les choses. Parmi eux, certains vont même penser, et le disent, qu'il est encore possible qu'il y ait une liste joker qui vienne annuler tout ça. Donc personne n'est sûr, serein. De leur côté, je comprends l'impatience de savoir comment est-ce que les populations nous attendent pour savoir comment nous allons pouvoir gagner cette bataille-là. On les comprend, mais il est encore plus sûr que nous ne dévoilions rien pour ne pas nous faire attaquer inutilement, alors qu'eux-mêmes ne sont pas encore capables de dire comment ils y vont. Il faut regarder des 2 côtés. Ceux qui sont au pouvoir, qui ont tous les moyens, n'ont pas encore fait cette démarche pour nous dire voici notre liste, mais nous comprenons l'impatience au sujet de l'opposition de savoir comment est-ce que nous y allons, mais pas à pas, la seule certitude que nous confirmons, c'est que l'opposition fera la bataille ensemble. Et justement, est-ce que Gerardo Gomez, au jour d'aujourd'hui, l'opposition a réellement les moyens de faire cette bataille, cette guerre qui s'annonce, on va dire? Par exemple, utiliser l'administration. C'est vous qui interprétez la loi à votre manière. Mais si arrivé à un moment donné, on vous dit que non, ce n'est pas ça, le temps des recours, le temps donc de saisir telle ou telle instance, comme vous avez dit, l'agenda, ça n'attend pas non plus. Oui, mais quand vous dites c'est vous qui interprétez la loi à votre manière, l'opposition n'a pas une façon particulière pour avoir étudié le droit. Ceux qui sont des juristes au niveau de l'opposition n'ont pas fait des facultés différentes de ceux qui sont du côté de la mouvance. C'est le même droit qu'ils ont appris. Donc, ce n'est pas exact. Mais je comprends bien là où vous voulez en venir. Vous savez bien que mais il faut quand même rappeler. C'est le droit de la Cour qui vous voulez dire que la Cour a un pouvoir discrétionnaire pour dire ce qu'elle veut du droit et non pas respecter l'esprit même de la loi? Non. Je suis sûr que la Cour respectera l'esprit de la loi. Et si ce n'était pas le cas, il y a toujours des moyens de contester. Nous restons dans un espace républicain. Nous ne sommes pas en train d'interpréter la loi comme nous souhaitons, mais je comprends et je confirme, parce que c'est déjà vu sous ce régime qu'on interprète la loi comme on veut. Mais nous sommes vigilants. Nous avons les moyens de contester ce qui pourra l'être, puisque la loi est transparente. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, ces lois. Ce n'est pas nous qui les avons fabriquées. Ce sont eux-mêmes. Et donc, venir aujourd'hui dire le contraire de ce qui a été défendu comme motif pour pouvoir faire voter cette loi, ça va être un peu compliqué. C'est daté. On peut y faire référence. Donc, ça va être extrêmement compliqué de revenir là-dessus pour dire autre chose. Nous sommes strictement dans le cadre de la loi. Nous n'avons rien épargné de la loi. Ça a été difficile de nous y conformer parce que c'était des mauvaises lois. Ce sont toujours de très mauvaises lois, mais nous y sommes arrivés et nous allons pouvoir faire surveiller cela. Cela relève peut-être aussi de la stratégie. Est-ce que vous prenez en compte l'actualité, le camp d'en face, l'organisation, tout ce qui se fait? Évidemment, on est obligé de tenir compte de cela, puisque on a l'impression que peut-être ce n'est pas le cas lorsque vous êtes trop occupé à vous occuper de vous-même, de votre organisation. Mais on est obligé de nous occuper de notre propre organisation. D'avoir les yeux partout. Évidemment, sinon on va à la dérive. Il faut que nous nous organisions nous-mêmes. Celui qui sera le mieux organisé gagnera cette bataille. Et nous sommes en train de mettre en place la meilleure organisation. Qu'est-ce que vous faites? En face, pour le moment, nous ne pouvons pas préjuger de leur organisation. Ils ont leur propre organisation, que nous scrutons, que nous essayons de comprendre. Qu'est-ce qui vous fait plus peur dans cette organisation à ce jour? De la mouvance. Ce qui nous fait peur, c'est la volonté affichée dans les coulisses de recourir à la fraude. Ah oui? On ne s'en cache même plus. Mais dans notre organisation, nous nous sommes préparés, nous sommes parés à cela aussi. Que personne ne s'y trompe. Personne ne volera les populations cette fois-ci. Personne ne volera les populations cette fois-ci. On peut penser
on donne à certaines personnes de la République tellement de pouvoir qu'on se dit, mais est-ce que vous allez pouvoir les contrecarrer? Ils sont tellement forts, ils ont la Cour constitutionnelle, ils ont ceci, ils ont cela. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais ceux qui espéraient gagner la présidentielle en 2016 ne l'ont pas gagné. Et dans d'autres pays, sous d'autres contrées, en Afrique, ceux qui ont proclamé qu'ils étaient devenus présidents ne sont pas restés présidents. Il y a plusieurs possibilités de gagner par la fraude. On peut les lister. Ce travail est déjà fait. Ah bon, vous avez à l'opposition... Mais que la travail. population soit sûre d'une seule chose. Personne ne peut transformer leur suffrage si elle s'exprime de façon claire et nette et massivement. C'est la seule condition pour que nous puissions, en tant qu'acteurs politiques, trouver les moyens pour sécuriser ce que les populations auront dit. Qu'elles n'aient aucune crainte, qu'elles disent ce qu'elles ont à dire. Il revient aux acteurs politiques de s'organiser pour sécuriser leur suffrage. Est-ce que justement vous n'avez pas laissé certaines séquences jouer, vous avez les yeux partout, dites-vous, mais est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que tous les Béninois ont leur carte d'électeur, que la majorité des Béninois ont leur carte d'électeur? Non, tous les Béninois n'ont pas leur carte d'électeur, puisqu'il y a eu, je crois, une ou deux prorogation au niveau du COSLEPI pour que ceux qui ont perdu éventuellement leur carte d'électeur puissent demander des duplicata. On a vu des communiqués passer en disant qu'il n'y aura pas d'émission de nouvelles cartes LEPI. Donc tout ça, on analyse. On a des représentants au niveau du COSLEPI, donc nous sommes informés de ce qui se passe. Là-dessus, on n'a pas entendu l'opposition. Il n'y aura pas de nouvelles cartes. J'ai suivi le grand frère, le député Achadé la dernière fois sur votre plateau. Nous avons des députés à ce niveau-là qui nous informent. Ça, c'est pour la manière dont les choses se passent au COSLEPI. Oui. Mais que les Béninois n'aient pas leur carte, il faut avoir sa carte d'électeur pour aller voter. Ce travail se fait au niveau de la base, directement. Vous savez, c'est à coup de communiquer que tout le monde a sa carte tout de suite. C'est aller chercher. Est-ce que l'opposition a mobilisé les gens pour aller chercher leur carte, ceux-là, pour aller signer du moins les formulaires de duplicata? Les informations ont été portées à la base pour que nos militants soient sensibilisés à aller déclarer soit leur perte, à aller faire les démarches pour être présent sur la liste électorale. Rien vu. Mais écoutez, moi je sais qu'au niveau des délégués de quartier ou des chefs de village, c'est par dizaines ou par vingtaines que les chefs de circonscription pour le COSLEPI viennent ramasser les demandes quotidiennement. Donc ça veut dire que la population avance quand même. Est-ce que déjà ne pas imprimer de nouvelles cartes, ce n'est déjà pas un premier piège dans lequel l'opposition est entrée? Lorsqu'on sait que les Béninois ont toujours eu leur carte d'électeur, même si la loi prescrit que c'est 10 ans, cette carte-là, à chaque élection, et régulièrement juste là, les Béninois ont toujours eu leur carte. Donc ils ont perdu l'habitude. Non, vous avez raison. Le COSLEPI qui est là en place a été installé avec 6 mois de retard. S'il avait été installé à temps, il devait y avoir une session d'inscription, de nouvelles inscriptions sur la liste électorale. Mais il y a un moyen terme qui a été accepté. Ils ont été installés tardivement, mais ils ont fait le temps que la loi prescrit. Ils ont fait le temps que la loi prescrit, mais pas suffisamment pour que tout le travail technique qui doit suivre la phase de recensement de nouveaux inscrits sur la liste électorale puisse permettre à l'instance technique de faire le travail qui a suivi. Mais peu importe, pendant ce temps, ils ont ouvert la possibilité aux nouveaux majeurs, aux nouveaux citoyens majeurs qui ont atteint donc l'âge de la majorité, de pouvoir remplir des formulaires pour être insérés ainsi. Ce volet a été plus ou moins intégré dans les demandes qui ont été portées. C'est pour tous les majeurs anciens qui n'avaient peut-être pas retrouvé leur nom sur les anciennes listes et qui ont d'autres procédés, une petite brèche avait été ouverte mais vite fermée. Donc tout ça est lié strictement au fait que le COSLEPI n'a pas été installé dans des conditions les plus sereines. Et ça, c'est pas normal. Nous en avons parlé depuis la CDD à Diefa jusqu'à aujourd'hui. Nous avons réclamé l'installation du COSLEPI. Cela a été fait. Nous avons demandé l'expertise de la liste électorale telle que nous souhaitons. Ce n'est pas encore fait,
mais nous continuons le combat. C'est un combat politique qu'on mène. C'est pas une guerre avec des armes, et puis si tu ne fais pas ce que je veux, Non, c'est pas ça. C'est un combat politique. C'est par persuasion. C'est par présence sur le terrain et dans les instances où il faut. L'essentiel que vise une liste électorale, c'est la transparence du scrutin. Donc, si nous pouvons avoir la transparence du scrutin, nous allons la sauvegarder. Ce n'est pas forcément en restant attaché, accroché, arc-bouté à un élément précis de nos demandes. Un sujet, une actualité indirectement liée aux élections législatives. Comment vivez-vous le procès ICC Service? J'ai un double sentiment face à cette phase-là qui s'ouvre. Il y a eu un événement indéniable. Il y a des concitoyens qui ont été spoliés, c'est aussi indéniable. Donc il y a une faute qui a été commise et cela mérite réparation. Et le double sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train d'instrumentaliser la douleur des gens. Ah ouais? Qu'on est en train de faire du théâtre à travers retransmission, des questions orientées, des déballages à n'en plus finir, mais la question qui devait préoccuper le pouvoir public, c'est comment on fait pour réparer la faute. La vérité, ça n'importe pas. Mais la vérité, c'est quoi? C'est de savoir si Yahi Boni est au courant de ce qui se passait. C'est de savoir si tel ministre a été au courant de ce qui se passait. Si la vérité, c'est rechercher qui savait qu'il y avait ICC, alors tous les déposants sont fautifs, puisqu'ils non seulement ils étaient au courant, mais en plus ils ont déposé leur argent. Est-ce que c'est ça l'intérêt de savoir qui était informé? Les niveaux de responsabilité ne peuvent pas être les mêmes. Mais il y a des responsables de cette structure qui ne se cachent pas et qui ont commis cette société, cette structure a agi illégalement, plus personne ne met en doute ce principe. À partir de ce moment, il faut envisager la réparation du tort qui a été causé aux citoyens. Oui, mais au-delà de ça, au-delà de ça, je vais y venir. Peut précéder cette réparation. C'est ça, la vérité, c'est quoi? La vérité, elle est connue. ICC, ça a existé, oui ou non? Oui. Des citoyens ont-ils été appelés à déposer leur argent? Oui. Ont-ils eu le retour qui leur a été promis? Certains apparemment oui, d'autres beaucoup non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Après, si on veut aller plus loin pour savoir si ceux qui ont mis cette structure en place ont bénéficié de passe-droit pour obtenir un recel à partir de ceux qui les ont autorisés à avoir ces passe-droits, ça c'est un autre élément. Mais pour l'instant, si c'est le dossier ICC Service qui doit constater des fautes et envisager des réparations, est-ce qu'on a besoin de tout ce tapage? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces orientations, de questions pour savoir qui de tel président ou de tel ancien ministre a pu être informé? Oui, mais en quoi ça peut vous gêner? Mais ça me gêne que l'essentiel de la justice, qui est une justice faite au nom du peuple, n'est pas une justice spectacle qui cherche à mouiller tous ceux qu'on souhaite mouiller. Une justice, ça répare des torts. De qui est-on en train de réparer les torts aujourd'hui? Oui, mais dans une société, tout le monde n'est pas magistrat. Peut-être que c'est par ce chemin que prend la vérité. Peut-être, mais avec des peut-être. Où est-ce que nous en sommes? Qui peut faire le point du procès ICC aujourd'hui? Quel déposant peut dire aujourd'hui, d'ici 2 semaines, d'ici 1 mois, d'ici 10 ans peut-être, je sais que je vais être remboursé? Aucune orientation de ce procès ne rassure les déposants sur ce volet. Tout ce que nous entendons, c'est quand est-ce que Yahi Boni va pouvoir être convoqué? Et les journaux, tous les matins, vont dans ce sens. Yahi Boni doit aller dire sa vérité devant la cour. Yahi Boni doit comparaître devant la cour. On voit bien quelle est l'orientation qui est choisie. Les spoliés ne sont pas l'affaire de ceux qui sont en train de relayer cette retransmission ou ce rapport. Pour vous, c'est un procès contre Boni Yahi? Malheureusement, alors que les déposants sont là, spoliés, les vraies victimes. Si vous écoutez la retransmission, est-ce qu'on peut vraiment connaître la vérité sans écouter aujourd'hui Boni Yahi? Mais pour moi, connaître la vérité, elle est évidente. Quand vous êtes dans une voiture, que vous avez renversé quelqu'un, on ne va pas chercher à savoir quel est l'artisan qui a fabriqué le rétroviseur de votre véhicule, qui a cogné le zémidian, ainsi de suite. Non,
Vous êtes responsable du véhicule. Vous avez renversé quelqu'un. Vous assumez. Maintenant, s'il y a un dépôt de fabrication sur votre véhicule, ça va être une autre affaire. Vous avez créé une structure, vous avez spolié des gens. Si ce fait-là est établi, et c'est ce que la justice devait faire en premier, établir le fait que consciemment, vous avez réellement spolié des gens et envisager la réparation de ce tort. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on s'attaque directement ou indirectement à l'un de vos champions, un champion donc de l'opposition, que vous avez plutôt cette réaction, Gerardo Gomez? Ça ne peut pas être ça, sincèrement. Vous savez, les déposants n'ont pas de couleur politique. Vous avez entendu qu'il y a des magistrats ou des procureurs qui ont pu déposer leurs sous aussi. Beaucoup de personnes, et même dans ma propre famille. Il n'y a pas de couleur politique parmi ceux qui sont des déposants. Ce que je suis en train de dire, c'est de faire en sorte que les spoliés trouvent réparation. Donc je ne suis pas en train de défendre un camp contre un autre. Je dis, c'est ça la priorité. S'occuper de tous les citoyens et non pas focaliser l'attention sur une seule personne pour régler éventuellement un problème politique. Non, c'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de défendre Yahi Boni ou un ancien ministre ou quoi que ce soit. Je dis, il y a un vrai problème. Personne ne peut nier la réalité de l'ICC. Personne ne peut nier le fait que des concitoyens ont été spoliés. Et ce que je rajoute, c'est que c'est ça qui doit être la priorité de la justice. Est-ce que, malgré vos appréciations du procès, l'opposition ne va pas en payer quelques prix, ne va pas laisser quelques plumes pour ce qui se passe aujourd'hui? Le fait même de l'envisager laisse supposer que c'est peut-être un des objectifs de ce procès-là. Mais nous n'allons pas renoncer à nos devoirs. Notre devoir, l'un de nos devoirs dans ce cadre-ci, c'est de défendre les populations qui ont été spoliées. Il faut qu'elles trouvent réparation. Et c'est ce service, le procès SCC Service, c'est également le procès d'une gouvernance. Et vous êtes aujourd'hui avec ces mêmes acteurs là aujourd'hui pour changer les choses. C'est là où la justice doit prendre ses responsabilités. Si on veut faire le procès d'une gouvernance, il faut faire le procès de la gouvernance. Si on veut faire le procès d'un délit, d'un crime économique, il faut faire le procès de ce crime-là et réparer les torts. Ça peut être deux choses, mais il faut clairement annoncer ce qu'on souhaite faire. Il ne faut pas faire penser aux populations qu'on veut leur rendre justice, mais régler des problèmes politiques parallèlement ou à la place totalement. C'est tout ce que je suis en train de dire. Ben, les auditeurs, le bonheur de voir cette émission prolongée jusqu'à 10h45. Le temps pour nous donc de pouvoir les recevoir normalement dans cette émission. Ils peuvent nous appeler au numéro qu'ils connaissent déjà. Je rappelle le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Le tout premier auditeur se signale. Bonjour. Quelques difficultés à rallier donc ce tout premier auditeur, me semble-t-il. Allô? Allô? Quelques difficultés sur la ligne. En attendant donc Gerardo Gomez, nous allons revenir dans ce studio et dire, mais vous le disiez tantôt, les auditeurs, j'allais dire les auditeurs, les Béninois sont donc... il est là? Bonjour. Toujours pas. Toujours pas. On va revenir maintenant en studio, vous permettez. On va revenir en studio, mais il est revenu régulièrement cette récrimination à chaque fois à votre passage ici, donc de l'absence de l'USL sur le terrain, on ne voit rien. Apparemment, dans l'opinion, ce n'est pas encore été. Non, j'avais essayé de répondre chaque fois à nos auditeurs qui pointaient avec justesse du doigt ce qu'il fallait améliorer. Et nous avions chaque fois dit que c'était une machine qui se mettait progressivement en place. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, il est enfin là. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Votre nom, s'il vous plaît. Adam Kifouli. Je salue votre invité. Moi, j'ai une seule préoccupation. Malgré ces récriminations par rapport à ce procès, quels sont nous pouvons tirer de positif par rapport
au procès ici, c'est ma seule préoccupation. Merci, Kifoli. Bon dimanche. Deuxième auditeur. Bonjour, monsieur Vigile Avancé. Bonjour, monsieur. Michel Ounayo, depuis de Fort Novo. Et heureuse année à vous. Heureuse année à vous aussi, merci. Ok, je salue votre invité. Bonjour, monsieur Nayon. J'ai deux petites questions. La première question, est-ce que légalement ou constitutionnellement, il y a eu bonne de se présenter devant la criette? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que les auditeurs veulent savoir, et vous l'avez expliqué, mais pas aussi clair. Est-ce que M. Candidat Sanaï a été totalement opposé à venir aux rencontres donc, de l'opposition? Nous voulons savoir clair dans ça. Je vous remercie. Voici mes deux questions. Merci. Nous prenons le troisième auditeur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur de Souza de Molière depuis Tansé Parana. De Souza Molière. De Molière, oui. Mhm. Depuis Tansé Parana. Oui, allez à vos questions. J'ai trois questions. Oui. Bon, j'aimerais demander à votre invité de son intervention jusque-là. Nous aimerions savoir quand est-ce que l'opposition serait sur pied et vont démontrer à nous, les populations, que déjà, ils sont déjà dans une même droiture. Première question. Deuxième question. Oui. Pourquoi à chaque sortie, nous ne sentons pas la position de M. Azanaï? Est-ce que cette opposition serait bien soudée sans lui? Nous, la population, nous aimerions savoir ça. Troisième question. L'USL, RB et MADEP, ils ont fait leur truc là. Maintenant, on n'a pas encore entendu FCBE et l'USL, tout ça là. Et on nous dit que l'opposition ira sur une seule liste. Nous qui sommes la population, nous aimerions savoir si effectivement, déjà, ils n'ont qu'à faire sortir ces gens de trucs là. Pour qu'on sache que oui, parce qu'on les attend seulement. Ils n'ont qu'à sortir quoi? Soyez clair, s'il vous plaît. Ils n'ont qu'à sortir leur truc de bloc unique là, pour que la population sache vraiment qu'ils sont ensemble. D'accord, ça Oui, rejoint votre première question. D'accord, Oui. merci à vous. Merci beaucoup. Quatrième auditeur, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Avancé. Bonjour, monsieur. Pazou Meda depuis Cocotonin. Meda Pazou depuis Cocotonin. Bazou, oui, allez-y. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur Pazou. Je voudrais seulement rebondir sur cet aspect du procès de service. Je vous poserai une question. Moi, je dis, vu le déroulement du procès, puis c'est retransmis en direct, et nous qui sommes des déposants, ça quelque chose nous rassure. Parce que nous pensons que d'ici là, la vérité sortira. Lui, par exemple, tel qu'il écoute le déroulement du procès, n'est-il pas rassuré que d'ici là, la vérité va sortir parce qu'on nous parle déjà de quelques 27 milliards volatilisés dont on ne connaît même pas l'issue. Parce qu'il y a un enjeu de 27 milliards qui est là et que les juges sont en train de chercher à savoir. Je lui pose la question de savoir si lui n'est pas rassuré que d'ici là, la vérité sortira. Oui, si autre on question. parle de l'ancien président Bouriaï. Autre question. Allô? Oui, vous avez une autre question? Non, je ne sais pas savoir. Ça va. Merci, monsieur Meda Bazou. Cinquième auditeur, bonjour. Judicaël Sénat Takin. Judicaël Sénat. Oui, depuis Calavi. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Girardeau. Bonjour, monsieur Sénan. Vraiment, moi, je félicite beaucoup l'opposition, mais tout ce que je demande est de s'unir pour gagner la bataille. Et l'autre chose, si entre-temps, la vérité n'y est pas en ce qui concerne le procès d'ICC, comment peut-on situer les responsabilités et payer sur les déposants? Vous comprenez un peu ma question? Oui. Si entre-temps la vérité n'y est pas, si entre-temps les responsabilités ne sont pas situées, comment peut-on arriver à rembourser les déposants? Et qui, selon M. Girardeau, peut payer les... Bon, on a quand même saisi sa question. Hein. Comment peut-on payer sans connaître la vérité et situer les responsabilités?
Sixième auditeur. Bonjour. Bonjour, Vigile Avancé. Bonjour. Zachary Egoletti. Vigile Avancé. Oui, allez-y, monsieur Egoletti. Alors, je vais d'abord féliciter ton invité Merci. et lui dire que le procès ICC, au-delà de tout, c'est le procès d'une gouvernance. Tout le monde connaît ICC. Vous aussi, vous en savez quelque chose. On sait que c'est un gouvernement qui a fait la promotion de ICC et les Béninois, ils sont allés. D'accord? Cela dit, votre question, monsieur Gouletti. Voilà. Donc, lorsque vous dites que, comme appelle, c'est le procès de quelqu'un, c'est un nom qui revient souvent, on ne peut pas faire le procès ICC. Vous n'avez toujours pas posé la question. Voilà. Maintenant, monsieur l'invité, par rapport à votre action politique, je souhaite vivement pour vous que vous empruntiez les mêmes démarches que les gens de l'autre côté. Parce que le grand problème qui vous guette là, c'est le piège. Lorsque vous ne serez pas en conformité avec les tests, vous serez invalidé. Ça c'est sûr. Donc vous avez intérêt à faire comme eux et vous soumettre à la loi. C'est le seul conseil que moi j'avais à vous donner. Merci. Merci, bon dimanche à vous, Zachary Egoletti, 7e auditeur. Bonjour. Allô, monsieur Vigile, bonjour. Oui, bonjour. Valentin Ayonou en direct de Thionville. Oui. Monsieur Gomez, bonjour. Bonjour, monsieur Ayonou. Merci. Et ma première préoccupation ici, c'est de me dire vraiment si dans cette affaire ICC, est-ce que c'est le procès même qui vous gêne ou bien c'est la médiatisation qui vous gêne? La médiatisation, oui, parce que ici les plaignants, c'est des spoliés qui ne peuvent pas, se déplacer vu leur grand nombre, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller devant la criette. Est-ce que c'est la médiatisation qui vous gêne ou bien... Oui, vous avez déjà posé la question. Vous avez autre question? Deuxième préoccupation. Pas plus tard, nous avons entendu un député d'une grande formation dire de sa propre bouche que lui aurait reçu 400 millions au profit de cette formation politique. Pour quelle prestation que nous ignorons jusqu'à ce jour, monsieur le journaliste et monsieur l'invité. Selon vous, qu'est-ce que la CRIET devrait faire de cette information? J'en ai fini. Merci. Nous allons prendre le 8e et tout dernier. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'auditeur. Je salue votre invité. Bonjour. Bien. C'est monsieur Damien Boya. J'appelle depuis Cocogny. Oui. Bon, votre invité, il vient de dire tout à l'heure que dans les coulisses, qu'ils apprennent qu'il aura fraude. L'opposition a déjà commencé par avoir peur. Moi, ça m'étonne comment est-ce qu'il peut dire tout de suite qu'ils apprennent dans les coulisses qu'ils apprennent qu'il aura fraude. Mais ça, c'est grave. Ce n'est pas bon. Qu'il ne s'affiche pas comme ça. Non. L'opposition n'a qu'à être responsable et affronter la mouvance qui est prête à les affronter. Merci beaucoup. Merci à vous, Damien Boya. Nous allons revenir dans ce studio. Géraldo Gomez a assez de questions. Une bonne moisson. Je ne sais pas par où vous commencez. Mais écoutez, on va essayer de faire ça dans l'ordre avec M. Kifoli qui voulait savoir ce qu'il fallait retenir de positif du procès ICC. Ça va peut-être rejoindre d'autres questions liées au procès ICC. Quoi retenir du procès ICC? C'est qu'il est ouvert. Malheureusement, il est ouvert au mauvais endroit, à la criette. C'est fait exprès? Je suis obligé de le constater. Vous connaissez notre position par rapport à la criette en tant qu'institution elle-même. Nous ne pouvons pas valider donc que on jette un procès aussi important pour les populations. La CRIET, c'est la juridiction qui connaît désormais des crimes économiques. Et oui, ici, ces services, sur quelle base un crime, je ne vais pas moi-même mélanger les procès et faire le procès de la CRIET ici par rapport à ce dossier. Vous connaissez très bien notre position par rapport à la CRIET. Nous n'allons pas y revenir. Et ça répond à d'autres questions. À cause de Sébastien Jamé-Adjavon, votre leader? À cause de la loi qui a fondé la CRIET. On ne voit pas de personne derrière nous. On voit le principe même. Et ça répond à la question
de Nagnon, monsieur Nagnon, qui voulait savoir si le président Yahi Boni peut aller devant la criette. Non seulement on ne peut pas y aller parce que c'est cette institution-là, mais en plus, si c'est le procès d'une gouvernance, comme la plupart des auditeurs tentent de le dire, il faut donc se référer à l'institution qui est prévue par nos textes pour juger des gens qui étaient gouvernants quand ils ont commis des crimes ou des faits. Il y a la Haute Cour de justice pour cela. Vous mettez le monde, Émile Tegbenou, Guy Aplogan ne passerait pas devant la Haute Cour de justice. Je ne dis pas non, mais comment est-ce que notre État, notre nation, organise la mise en accusation ou les procès de gens qui ont commis des crimes pendant l'exercice de leurs fonctions? Commettre un crime pendant l'exercice de ses fonctions, ça ne veut pas dire que c'est forcément exclusivement entre ministres ou entre députés qu'on a fait ça. Il y a des citoyens qui ne répondent pas à ces critères-là. Donc ces citoyens seront jugés devant les tribunaux ordinaires. Et quand on appelle le ministre, l'ancien ministre ou l'ancien président devant la Haute Cour de justice, si eux, ils doivent comparaître à nouveau comme témoins pour pouvoir faire avancer le procès, ils comparaîtront. Voilà comment on organise un État. On peut croire que c'est certainement un volet qui se joue devant la criette et l'autre volet devant la Haute Cour de justice. Si c'était un tribunal ordinaire avec une chambre spéciale concernant les crimes économiques, ainsi de suite, c'est notre conception. On ne refuse pas qu'il y ait une instance spéciale pour pouvoir juger les crimes économiques et le terrorisme. Non. Il faut le faire. Ça peut s'améliorer. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, sur la question de la criette, vous m'y amenez, j'y réponds assez rapidement. C'est le procès de la criette que vous aviez à faire. Oui, mais je ferme cette parenthèse rapidement. Voilà. Je dis, c'est très bien, s'il faut retenir quelque chose de positif, c'est bien que ce procès-là s'ouvre et que les déposants trouvent solution. C'est ça qui est le problème principal. On peut donner solution, on peut donner réparation aux populations sans aller jouer les voyeurs. Oui, un des auditeurs demandait si c'était la médiatisation qui me posait problème ou le procès lui-même. Le procès ne me pose pas de problème. Il s'était même ouvert avant la création de la criette en 2017. Ça s'est arrêté en juin 2017. Donc personne n'a été contre l'ouverture du procès. Et donc ça veut dire qu'on pouvait l'ouvrir devant une autre juridiction. C'est la médiatisation à outrance et surtout l'orientation qui est donnée et qui est relayée par une certaine presse pour dire telle personne doivent donner leur vérité des faits. La justice est revenue dans les papiers, dans la presse, qui désigne qui est coupable ou qui n'est pas coupable. C'est ça. Pendant ce temps, ceux qui sont les déposants, et un des auditeurs doit être déposant aussi, d'après ce que j'ai entendu, je suis ravi, je suis content pour lui, qu'il pense que, à force de ce qu'il entend, il se dit que la vérité finira par sortir. Mais ça veut dire, quand il parle ainsi, que la vérité n'est pas encore là. La vérité n'est pas encore dans ce qu'on est en train d'entendre. Il espère que la vérité finira par sortir. Je l'espère aussi pour lui. Et je l'espère pour tous les autres déposants. C'est ça que je souhaite. Justement, quand on fait le point des auditeurs, des appels qu'on a eus, ce n'est pas la preuve que ce procès peut arracher quand même des plumes. Non, la seule preuve que ça donne, c'est que la médiatisation fonctionne. Ça fonctionne très bien. On a sélectionné 3 radios. Le lendemain matin, les journaux qui sont commis à cela vont dans la même direction. La médiatisation fonctionne. Mais malgré cette médiatisation, l'auditeur qui en a parlé tout à l'heure en termes d'espoir n'a pas encore trouvé de réponse. Et je pense que c'est M. Egletti, si je ne me trompe pas, non, M. Sénat Judicaël qui demandait mais, comment est-ce qu'on peut réparer si on ne va pas sans situer les responsabilités. Oui. Et c'est ça que j'exposais. Pour pouvoir réparer cette tort-là, c'est de savoir qui a déposé et qui a spolié. Je pense qu'à ces 2 questions, la réponse peut être vite apportée. Maintenant, qui a profité de la mise en place de cette structure en ayant donné des droits pour pouvoir avoir un retour, ça c'est un autre procès de recel ou de bénéfice, profit ou ainsi de suite qu'on peut mener. Mais pour l'instant, depuis des années, il y a des déposants qui ont été spoliés. Ça doit être ça la priorité. C'est tout ce que je dis. Donc, votre problème, c'est qu'on puisse immédiatement rembourser qu'on puisse aller au bout d'un procès qui situe les spoliés en disant « Oui, on a reconnu que vous avez été spoliés, vous êtes tel nombre, et voici ce qu'on vous propose. » C'est cela que les populations spoliées attendent. Azanaï, opposé aux rencontres de l'opposition, non, moi j'ai juste donné l'exemple concernant le congrès de mise en conformité de l'USL, où nous avons adressé
une invitation qui n'a pas été reçue et qui n'a donc pas été honorée. Qu'est-ce qu'il en est des autres manifestations, congrès de FCBE? Je n'étais pas dans l'organisation, donc je ne peux pas en parler. Mais je constate... Et parlait donc des négociations en général, les négociations dans l'opposition. Les négociations, j'ai répondu, vous l'avez posé comme question aussi. L'honorable Guy Mitopé a participé à beaucoup d'échanges dans le cercle des députés de la minorité au sein de l'opposition. Mais le parti Restaurer l'Espoir, c'est ce que je disais en tant qu'institution, nous l'avons très peu vu représenté au niveau de la CDD, au niveau du FSP quand il était là avant la CDD, au niveau des différents échanges, parce qu'il y a un creuset d'échanges au niveau de la CDD. On ne l'a pas vu représenté au niveau de ces instances. Il n'était pas au départ de la CDD. Mais tous ceux qui étaient au départ de la CDD ne sont pas les mêmes qui sont au niveau de la CDD aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres qui ont rejoint. Beaucoup d'autres. Ce n'était pas une porte fermée, ce n'est pas un cercle fermé, opposé à tous ceux qui viendraient, qui n'auraient pas été là le 14 avril 2018. Non, ça s'est élargi, pardon. Donc la porte était ouverte, elle aurait pu être saisie. On fait juste le constat. Alors, quand est-ce que l'opposition va offrir quelque chose de stable pour que les populations soient rassurées? C'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est déjà le cas. L'USL, avec tous les autres partis de l'opposition, a fait sa mise en conformité et tout le monde vient sur la même liste USL par rapport au congrès de mise en conformité du 15 décembre 2018. Le 29 décembre 2018, après leur conseil national, les FCBE ont fait la même démarche. Mais nous sommes toujours dans le même cadre, et les FCBE et l'USL avec tous les partis, pour mener la bataille ensemble. Ça va être une bataille commune et ça va être notre bataille de l'opposition. L'opposition n'est pas en deux groupes, l'opposition n'est pas en deux blocs, l'opposition est une et met en place une stratégie gagnante. C'est ça la réalité. Ce n'est pas deux blocs qui sont en train de se tirer dans les pattes, non. Ce n'est pas deux groupes qui sont en train de se combattre, non. C'est l'opposition. Il faut entendre l'opposition et désormais on sait qui est l'opposition puisque nous avons mené toutes ces batailles-là ensemble. Nous avons fait nos conformités ensemble, les uns avec les autres. Nous sommes en dessous en train de mettre la stratégie gagnante. Quand vous avez écouté les auditeurs, il semble ne pas compter restaurer l'espoir, n'est-ce pas, en dehors de l'opposition. C'est une façon de voir. Nous, on est en train de mener une bataille politique. C'est normal. Moi, je comprends ce que disent les populations. On a écouté ce qui a été dit. On a surtout entendu l'honorable Guy Mitopé mener tous les combats avec les députés de la minorité parlementaire qui sont de l'opposition. Mais aujourd'hui, on comprend très peu comment est-ce que, brutalement, Restaurer l'Espoir dit « j'y vais tout seul ». On ne l'a pas vu dans les instances, comme je disais. On a entendu l'honorable Guy Mitopé, on l'a vu avec les députés de la minorité. Et puis il y a une décision qui vient. Le seul élément sur lequel il y aurait pu y avoir divergence, la création d'une nouvelle formation, je vous ai montré comment techniquement, ce n'était plus jouable. Donc il ne faut pas qu'on s'attache à quelque chose qui n'est pas viable techniquement pour pouvoir juger un ensemble, sauf à nous envoyer tous dans le gouffre, si c'est cela qui est souhaité. Non. Les populations pensent que Restaurer l'Espoir doit être dans l'opposition, que Restaurer l'Espoir prenne le chemin de l'opposition. L'opposition majoritairement est dans une direction, est dans l'unité, est dans la présentation d'une liste unique. Pourquoi est-ce que hier ou avant-hier, il est déclaré que Restaurer l'Espoir va seul? Est-ce que l'union avec Restaurer l'Espoir est encore possible? Tout est encore possible, tant qu'on est clairement identifié dans les combats qu'on veut porter. Tout est possible. Maintenant, qui fera la démarche? C'est la grosse question. Mais tout le monde fera la démarche. On ne pointe pas un doigt accusateur. On ne pointe pas un doigt accusateur. Vous êtes prêt à aller vers Restaurer l'Espoir? Il faudra le faire. Comme Restaurer l'Espoir aussi doit se dire les populations méritent mieux que ça. La rencontre devait vite arriver. Alors, autre question, l'auditeur demandait, est-ce que, de ce que vous suivez de la Criette, est-ce que la vérité va vite apparaître? La vérité... Oui, est-ce que la vérité du moins sortirait de ce procès? C'était la question de Médard Akpazô. Et M. Médard Akpazô évoquait même l'information sur les 27 milliards qui sont sortis, ainsi de suite. Malheureusement, ces 27 milliards qui se seraient volatilisés.
C'est-à-dire, on est en train de s'accrocher à des faits qui ne permettent en rien aux spoliés de savoir quand est-ce qu'ils seront remboursés. Peut-être que je ne me fais pas suffisamment clair. Pour moi, j'ai commencé par dire ICC a existé, personne ne peut le nier. Qui sont ceux qui ont créé ICC? On les connaît. Mais au lieu de partir de là pour savoir comment on rembourse les gens, on est en train de chercher à savoir qui était au courant que ICC a été créé de façon illégale. Qu'est-ce que ça apporte aux spoliés? Qu'est-ce que ça permet de savoir? Et M. Sénan qui demandait mais qui va les payer dans la logique de ce que je suis en train de dire, mais c'est l'État qui est responsable du pays. Le pouvoir public est responsable de tout le monde. Ce qu'un citoyen qui a posé des torts, un autre ne peut pas réparer en l'État, il faudrait que le pouvoir public supplée, quitte à se retourner contre celui qui est fautif pour pouvoir rentrer dans ses frais. Il n'est pas envisageable de dire, comme j'ai pu entendre, je crois, sans trahir sans dénaturer ce qu'il avait dit lors du premier jour du procès, le ministre d'État Koupaki, qui disait que ce n'est pas à l'État de rembourser les spoliés. Mais si on ouvre un procès, c'est pour obtenir réparation éventuellement. Si ceux qui ont spolié n'ont plus les moyens aujourd'hui de rembourser la totalité de ceux qui sont là, et qu'on a eu à saisir leurs biens, tout ça est rentré dans quel compte? Tout ce qui a été saisi entre-temps, ça ne permettra peut-être pas de rembourser tout le monde, mais qu'on fasse le point sur ces éléments-là pour dire, voici ce que le procès sort comme résultat, et voici ce que vous gagnez, vous, les spoliés. Parce qu'il y en a, on connaît. Autre question qui ne nous éloigne pas de la criette, 400 millions. L'information de 400 millions évoquée par un député, il y a l'auditeur qui évoquait la question tantôt. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce que la criette devait faire de ce sujet-là, de cette information? Écoutez, personnellement, je ne peux rien attendre de la criette. Vous connaissez ma position vis-à-vis d'elle, mais la justice devait se saisir d'une telle déclaration. On parle de réforme du système partisan, ça devait permettre que de tels schémas ne se reproduisent plus, mais c'est le député lui-même qui est venu pensant bien faire, je crois, pendant rendre service au président de la République. C'était une gaffe à votre avis? Pas une gaffe, puisque tant que c'est une vérité, c'est bien à savoir. Ah ouais? Moi, je ne peux pas souhaiter qu'une vérité soit tue. S'il décide délibérément de venir dire devant ciel et terre qu'il l'a reçu, il a même dit lui personnellement, il n'a pas dit que son parti aurait reçu, il a dit que lui personnellement, il a reçu pour le compte de son parti. Donc c'est lui qui a touché les 400 millions pour le compte de son parti. Et des mains de Patrice Talon, disait-il. Il faut qu'il éclaire l'opinion publique. Et dans ce cas, qui répond? C'est Patrice Talon, l'accusé, dans ça, ou pour le moment, le député? Ne faisons pas la même erreur que ICC. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a dit qu'il a reçu. Celui qui aurait donné n'a rien confirmé encore. Mais lui, il certifie. Il n'a pas dit mon frère a reçu pour moi. C'est lui-même qui a reçu 400 millions. Alors qu'ils nous en disent plus. Il a dit qu'il a reçu d'une personne. Peut-être que la personne viendra dire demain qu'elle n'a jamais rien donné. Mais lui, il certifie. J'ai reçu. Ce n'est pas celui qui a donné qui prétend qu'il a reçu. Non. Lui-même avoue, sans qu'on l'ait obligé à quoi que ce soit, qu'il a reçu 400 millions pour un parti politique. Il doit nous en dire plus. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas ce qui se passe? On sait bien, quand on parlait donc de télécommande, que c'est télécommande d'argent. Ah, mais écoutez, c'est pas la vérité de la palissade qu'il... Oui, c'était la vérité jusque-là qu'il y avait une télécommande. Mais on ne savait pas de combien de kilos était lourde cette télécommande. Au moins, quelqu'un est sorti pour dire que ça vaut au moins, pour ce qui concerne son parti politique, 400 millions pour une seule élection, les législatives 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? La même télécommande dont vous parlez a reconnu au début du quinquennat qu'il est responsable, qu'il reconnaît sa responsabilité, sa part de responsabilité dans la déliquescence de la vie politique béninoise. Il l'a dit aussi. Donc ce ne sont que des éléments qui viennent confirmer, qui viennent préciser cette information globale qu'on avait jusque-là. Géraldo Gomez, on arrive au thème de cette émission. Merci beaucoup. Si vous me donniez encore 30 secondes, je voudrais présenter vous avez même une minute. Merci beaucoup. Je voudrais présenter tous les vœux aux auditeurs de Soleil FM. Merci de nous permettre de vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'opposition, au niveau de l'USL,
comment nous évoluons. Souhaitons une année paisible pour chacun de nous, même si c'est une année électorale. Il faut que ce soit une fête nationale. Nous sommes tous béninois. Nous resterons tous béninois après ces élections. Nous travaillons au sein de l'opposition pour vous offrir le meilleur et gagner comme vous souhaitez que nous le fassions, ensemble, unis au sein de l'opposition, avec tous ceux qui se réclament vraiment de l'opposition. Et bien, tout ce qui se passe dans ce combat, nous devons la vérité. Et donc, ce n'est pas avoir peur que de dire que des Béninois comme nous de la mouvance nous donnent même le nombre de sièges qu'on aura au niveau de l'opposition. Donc, c'est pas bonne guerre, la guerre psychologique. Voilà, je fais juste état de cette guerre psychologique. Donc, que notre ami de Paou, je crois, je ne sais pas si Monsieur Boya, pardon, ne pense pas que c'est anormal de dire ce qui se dit aussi réellement et qui est confirmé. Ce ne sont que des éléments, mais nous n'avons aucune crainte. Nous sommes parés à cela. Je vous ai répondu tout à l'heure. Nous sommes prêts pour la bataille. Géraldo Gomez, merci. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'USL chargé des questions stratégiques. Merci à vous, amis auditeurs. Edgar Yankadia a assuré la réalisation technique de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.